nous allons nous présenter très rapidement. Donc, moi, je m'appelle Sarah. Je suis en première année du programme Grande École à Rennes School of Business. Et en parallèle, je suis le vice-président du coup, de l'association Cryptosphère. Je suis également auteur de la chaîne Telegram Memento Rest. Je laisse la parole à Paul. Bonjour tout le monde, donc moi c'est Paul, je suis en dernière année de master en finance internationale à Rennes School of Business et j'ai joint Cryptosphère du coup cette année en tant que responsable événement en fait de l'association. Et donc du coup voilà, je suis dans les crypto-monnaies depuis à peu près 3-4 ans et j'ai monté une entreprise cette année qui s'appelle Cobalt qui crée des NFT pour des entreprises et puis enfin, qui fait d'autres choses aussi mais qui crée principalement des NFT pour des entreprises. Voilà, donc on va passer sur un sommaire du coup pour structurer un peu la présentation. Donc, on va commencer, Slava va commencer par décrire un peu l'évolution d'Internet depuis sa création. C'est important de connaître ça pour comprendre pourquoi est-ce qu'on a besoin de la blockchain. Donc ensuite, moi, je vais enchaîner sur ce qu'est la blockchain. Je vais essayer de vous le faire assez rapidement quand même et le plus simplement possible pour comprendre un petit peu la technologie, comprendre pourquoi c'est une révolution. Et on va ensuite parler de quelques applications qu'il peut y avoir sur la blockchain. Donc, Bitcoin, c'est la plus connue. Mais il y a aussi Ethereum, les NFT, la DeFi. Il y a plein d'autres sujets. On a choisi ceux sur lesquels on était les plus à l'aise, mais il faut savoir que des applications, il y en a énormément. Et ça, c'est les plus connus pour l'instant, mais voilà, il y en a plein d'autres. Et puis, donc, du coup, une dernière partie sur les questions si on a un peu de temps. Voilà. Donc, comme l'a mentionné Paul, le web et la blockchain, ce sont deux notions très étroitement liées. Donc, plongeons-nous dans l'évolution d'Internet. En 1989, du coup, le protocole HTTP est créé par Tim Berners-Lee. C'est un protocole de transfert hypertexte. Mais en soi, la signification n'a aucune importance. Ce qu'il faut retenir, c'est que ça sert de fondement pour le système World Wide Web, qui a été également développé par Tim Berners-Lee, mais en 1991. Et donc, grâce à ce système graphique simple et facile à utiliser, la navigation sur le web est devenue accessible à tout le public, y compris ceux qui n'avaient pas de connaissances approfondies en informatique. Et c'est ce qu'on considère comme l'avènement du Web 1. Et donc la question qui surgit naturellement, c'est mais qu'est-ce que c'est que le Web 1? Eh bien, c'est avant tout un web statique, donc centré sur la distribution d'informations, majoritairement associé aux grandes entreprises. Il se caractérise du coup par les sites orientés produits, qui sollicitent très peu d'intervention d'utilisateurs. En bref, c'est le web du format read-only. Et comme j'ai déjà mentionné, il est basé sur le protocole HTTP, ce qui fait que le serveur est le seul émetteur d'informations. Ça, c'est très important, il faut le garder en tête, parce que du coup, il est également le seul propriétaire d'infos et des données. Maintenant, faisons une petite pause, mais pas à la cassette, mais en visitant les sites les plus populaires du Web 1. Donc, le tout premier, c'est celui de la secte Ravensgate, qui, elle, n'a rien de spécial, hein, à part le suicide collectif de tous ses membres, ce qui a généré pas mal de dissonance sociale. Mais bon, à mon avis, ça ne reste qu'un détail. Du coup, comme vous le constatez, le site lui-même ne fait penser à une carte visite plus qu'à autre chose. Donc, il n'y a aucun moyen d'interaction, aucun moyen de laisser une trace quelconque. Et du coup, voilà, à quoi est-ce que ça ressemblait, à quoi est-ce que l'Internet ressemblait dans les années 90. Le deuxième, c'est le Fogcam. C'est donc la webcam, l'une des premières webcams du net. Et il diffuse une vue sur le campus d'État de San Francisco depuis 1994. Vous vous rendez compte, ça n'existait pas encore. Comme une bonne partie d'entre vous, je présume. Et du coup, ce qui est fascinant, c'est que depuis, ça diffuse en continu. Et du coup, on passe au tout dernier, c'est le parrain, si puis-je dire, de Google et de tous les autres moteurs de recherche. AliWeb. Donc, si jamais vous vouliez acheter une voiture à l'époque, vous vous dirigez dans la catégorie shopping, puis autocompagnie, et vous choisiriez un petit BMW ou Porsche. Voilà.
Et donc, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que, en fait, en réalité, il n'y a pas besoin de prendre de cours sur la cybersécurité pour savoir qu'après le Web 1, il y a le Web 2. Donc, on passe au Web 2. Ah non, non. Petite remarque. Attention, 3, 2, 1. Et ce n'était pas un simple saut, mais un saut temporel. Donc voilà, en 2004, après, suite à toute une série de changements et d'innovations, une nouvelle classe d'entreprise émerge. Je parle ici, bien entendu, des GAFAM, qu'on connaît tous. Et donc, de nouvelles applications d'Internet apparues avec ces mastodontes technologiques ont révolutionné les sphères de divertissement, de communication, d'achat, de divertissement, déjà dit, et de consommation. Donc, ça nous amène à dire que cette apparition de nouvelles applications nous a amené, en arrière, nous a amené à... en fait, ça a contribué au passage du web statique au web dynamique et interactif, qui est considéré comme le web 2. Et l'enjeu essentiel de ce web donc, social, où pour la première fois le particulier peut créer du contenu pour un autre particulier, ce sont les données personnelles. Et c'est à cause de la manière dont elles sont traitées qu'il y a de plus en plus de mécontentement parmi les internautes. Et en effet, les intérêts de ces derniers sont clairement négligés par les GAFAM. Cette négligence se traduit tout d'abord par des algorithmes non transparents, dont le shadow banning, donc soit le même son furtif, mais aussi par les niveaux faibles de sécurité de données, ce qui est bien illustré par les fuites de données personnelles dont nous entendons parler tous les ans. Et finalement, la vente de ces données à des tiers. Donc l'affaire qui a fait le plus de bruit, c'est celle de Cambridge Analytica, un acte de manipulation numérique d'envergure inédite. Inédite. Moi, j'adore ce mot. Donc, tout ceci a eu pour conséquence l'amorçage du Web 3. Du Web 3. Et sa particularité est qu'il est toujours en cours de développement. C'est pourquoi il s'avère assez difficile de déterminer les événements majeurs de cette nouvelle version d'Internet. Et du coup, voilà, on a un peu du mal à déterminer quand est-ce que ça a commencé et qu'est-ce que ça représente. Mais si jamais j'avais le choix entre la guillotine et vous annoncer les 3 événements du Web 3, bien, j'aurais dit la création du Bitcoin en 2008 par Satoshi Nakamoto, puis de l'Ethereum par Vitalik Buterin en 2013, et finalement le développement du protocole IPFS en 2015 par Juan Benet. Et du coup, la question qui, de nouveau, voilà, vous vient assez naturellement, c'est mais qu'est-ce que le Web 3 exactement? Eh bien, en une phrase, c'est l'origine, oh là là, c'est le retour aux origines. Donc, c'est le retour aux origines, le retour à l'Internet plus juste, dont le contrôle est rendu aux utilisateurs, et la confidentialité des données personnelles est garantie. Ce serait donc, si jamais on devait spéculer à quoi est-ce que ça ressemblerait, ce serait donc un Internet construit sur une ou plusieurs, on ne le sait pas encore, bases de données distribuées, et toutes les plateformes qu'on utilise aujourd'hui régulièrement, qui seraient remplacées par leur version décentralisée. Et qu'est-ce que, par exemple, Tim O'Reilly, l'inventeur du concept Web 2, a dit à propos de la version suivante d'Internet, c'est que c'est en fait l'Internet qui va interagir avec le monde réel.
avec le monde réel. Et effectivement, le Web3, il ne cherche pas simplement à modifier l'Internet tout seul. Il cherche entre autres à modifier le système financier, à développer des règles de travail, de nouvelles règles de travail au sein d'une entreprise. Et voilà pour un petit tour d'exemple. Mais si jamais on devait se concentrer sur des exemples plus concrets, je voudrais dire que non seulement vos photos, vos vidéos, vos documents seraient tokenisés, mais aussi les objets de la vie réelle. Donc, tout ce qui dépasse un certain seuil de valeur, disons 10 000 euros. Donc, votre voiture, les tableaux d'art collectionnés par votre famille, tout ça, après être tokenisé, pourrait être utilisé comme caution et vous rapporter un rendement. Et par conséquent, bon, je pense que ça changerait radicalement notre approche à l'argent. Et toutes les entreprises, organisations et applications, ils seraient remplacés par des DAO, donc Decentralized Autonomous Organization, où il n'y aurait plus de PDG, plus de conseil d'administration, mais il y aurait seulement des utilisateurs. Et c'est eux qui détermineraient donc, les tarifs, le montant de récompense et de punition, entre autres. Et donc, pour conclure, ça serait une version d'Internet plus juste, plus équitable, plus sécurisée, robuste, démocratique. Est-ce que j'ai cité tous les mots à la mode? Ah, il reste l'inclusivité. Donc, ce serait également une version plus inclusive. Et maintenant, je laisse la parole à Paul. Ok, donc... Ah, il m'en dit rester une slide pour toi que j'ai fait. Donc du coup, est-ce que déjà, bon, la blockchain, ça vous parle ou pas? Ouais, un peu. Si ça vous intéresse un petit peu, bon, c'est bien. C'est vrai que ça peut aller beaucoup plus vite du coup. Alors, qu'est-ce que la blockchain? Très rapidement, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de base de données, d'accord? C'est une sorte de disque dur, mais au lieu qu'il soit chez vous, il est il est dans tous les ordinateurs du monde. Okay, c'est une base de données qui est complètement décentralisée. Okay, ce n'est pas dans des serveurs de Google ou quoi que ce soit, c'est complètement décentralisé. Donc, c'est un moyen de stocker des données numériques dans un coffre-fort numérique qui n'est pas centralisé. Et qu'est-ce qu'on veut en fait? La blockchain, ça répond à quel besoin? Il faut que les données, quand on les stocke dans la blockchain, il faut qu'elles soient stockées de façon pérenne dans le temps. Il faut que dans 1 an, 2 ans, dans 20 ans, il faut qu'on y ait toujours accès. Il ne faut pas qu'elles soient supprimées. Okay, faut que les données soient infalsifiables. Si, moi aujourd'hui j'envoie, je sais pas, des crypto-monnaies à Sarah, il ne faut pas que la transaction soit modifiée dans le futur, parce que sinon ça changerait tout son portefeuille, etc. Donc il faut que les données soient infalsifiables. Et que l'architecture qui permet de les stocker soit distribuée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas une entité centrale qui peut stocker la blockchain, c'est plusieurs ordinateurs. Le pouvoir n'appartient pas à un seul ordinateur, un seul disque dur, c'est à tout le réseau. Donc, pour bien comprendre à quoi ça correspond comme type de réseau en termes d'architecture, l'image du dessus, c'est quelque chose de centralisé. Vous voyez, ça part d'un centre et puis tout est distribué. Donc, ça peut s'affairer un petit peu au Web 1. Il y a un serveur et les gens peuvent consulter le serveur. C'est tout ce qu'ils peuvent faire. Ils ne peuvent pas interagir entre eux. Dans la deuxième image, celle du dessous, c'est, on va dire, plus ou moins multi-centralisé. C'est un peu le Web 2, un petit peu comme on le connaît aujourd'hui. C'est-à-dire que les serveurs de Google, il n'y a pas un seul serveur de Google aux États-Unis. Il y a un serveur aux États-Unis, peut-être plusieurs aux États-Unis, plusieurs en Europe. Donc, s'il y en a un qui tombe en rade, ce n'est pas très grave parce qu'on peut se poser sur d'autres serveurs. Mais ça reste centralisé, ça reste des serveurs de Google. Google a toujours la main sur les serveurs. Donc, ça reste multi-centralisé. Et du coup, le Web 3, la blockchain, il n'y a pas de centre en fait. Chaque ordinateur est le serveur. Et donc, du coup, voilà, ça ressemble plus ou moins à l'image, la troisième image qui est la plus grande là. C'est que chaque nœud, chaque petit cercle, on appelle ça des nœuds, bref, c'est le serveur au final. Donc, chaque utilisateur a une partie du serveur. D'accord? Donc, voilà. Alors, pour bien comprendre comment tout ça fonctionne, on va faire un peu de théorie. On est obligé de parler un peu de théorie parce que parce qu'en fait, ça va nous permettre de comprendre comment tout ça fonctionne. Et donc, du coup, on est obligé de parler des fonctions de hachage.
c'est une fonction mathématique en fait, qui permet, à partir de n'importe quel fichier, une photo, une vidéo, ça peut être un fichier Excel, un PowerPoint, un document Word, à partir de n'importe quel fichier, on obtient une sorte d'empreinte digitale. Chaque humain a une empreinte digitale, et donc à partir de cette empreinte digitale-là, on peut retrouver, ça correspond à un humain, c'est unique, comme l'ADN. L'idée, c'est ça, c'est qu'en fait, le H, c'est l'ADN du fichier. Donc, un fichier quelconque, une photo, aura toujours le même ADN, aura toujours le même H, et donc, du coup, voilà, il ne peut pas y avoir deux H identiques pour deux fichiers différents. Deux humains ne peuvent pas avoir le même ADN. Donc voilà, en gros, une fonction de hachage, pour faire très simple, c'est la suite de 64 caractères que vous voyez en haut, là, donc E653 machin. Donc ça fait 64 caractères et ça correspond du coup à 256 bits. Donc ça, c'est l'espace de stockage. Donc ça prend en termes d'espace de stockage 256 bits. Parce que le E, par exemple, c'est 110, donc voilà, c'est 4 bits, etc. Donc tu fais 64 fois 4, ça fait 256. Voilà. Donc à quoi ça sert dans la pratique? Alors avant de parler à quoi ça sert dans la pratique, hop, je vais décaler ça ici. Hop. Donc là, en fait, la grande capture d'écran, là, c'est un truc que j'ai chopé sur Internet pour que ce soit plus simple à expliquer. Là, par exemple, on a du texte, d'accord? La première phrase, c'est « ma tabule, c'est chouette », et ça nous donne un hash. Donc, on voit qu'il y a plusieurs algorithmes. J'ai mis SHA-256, c'est le hash, c'est la fonction de hachage qui est utilisée pour la blockchain du Bitcoin. Mais il en existe plein d'autres. Là, il y en a 5 de montrés. Mais SHA-256, c'est la fonction de hachage qui est utilisée pour la blockchain du Bitcoin. Donc, c'est pour ça que c'est celui-là qui est montré. Mais ça, c'est pas très important. Mais donc, du coup, on voit que pour plus ou moins la même phrase, tu vois, c'est les mêmes mots, plus ou moins, sauf que dans le deuxième, il y a juste un point d'exclamation. Donc, c'est pas du tout le même fichier texte. Donc, on obtient un hash qui est complètement différent, qui n'a rien à voir. Même si, de visu, le texte est plus ou moins le même, comme il y a un point d'exclamation, ça donne un hash qui est complètement différent. Donc, tac, tac, tac. Donc, ça sert à quoi? Donc, du coup, c'est comme ce que j'ai dit, c'est comme l'ADN. C'est-à-dire que c'est une toute petite partie comment dire, de vous, en fait, qui permet de vous identifier parmi toute la population humaine. Alors, c'est quand même quelque chose de très petit. Bon, voilà. Donc à quoi est-ce que ça sert dans l'utilité? Concrètement, vous avez fait un film. Vous êtes un réalisateur ultra connu, vous avez fait un film de 2 heures en ultra haute définition qui pèse 100 gigas. Comment est-ce que vous pouvez prouver que c'est à vous? Vous avez plusieurs façons, vous êtes en droit de vous reconnaître normalement, mais d'une façon numérique, comment est-ce qu'on peut le prouver? Donc, il y a la signature électronique. La signature électronique, en termes de stockage, ça prend la même espace de stockage que le fichier initial. Donc, si vous avez un film qui fait 100 gigas, la signature électronique fera 100 gigas aussi. Donc, ça demande beaucoup d'espace de stockage. Ou autrement, vous avez la fonction de hachage. C'est quelque chose qui est très utilisé aussi. Et au lieu que ça pèse 100 gigas, votre film, en fait, il fera juste, le hash fera juste 256 bits. Donc, du coup, c'est beaucoup plus économe. Tu vois, parce qu'en gros, 100 gigas, pour avoir l'échelle, c'est 800 milliards de bits. Donc, voilà, c'est quand même beaucoup plus économe. Bon, bref. Mais c'est aussi, pour être beaucoup plus concret, utilisé par tous les sites, par exemple Facebook, Google, quand vous voulez créer un compte Google ou un compte Facebook. Dans leur serveur, ce n'est pas votre mot de passe et votre adresse mail, votre numéro de téléphone qui stocke, c'est le hash. C'est beaucoup plus sécurisé. Parce que du coup, vous savez, quand on se connecte sur, par exemple, votre adresse mail Gmail, vous rentrez votre adresse mail, votre mot de passe, et ça vous dit votre mot de passe, votre adresse mail ou mot de passe est incorrect. Mais en fait, il ne peut pas vous dire pourquoi lequel est mauvais. Tu vois, on se demande à chaque fois, mais pourquoi tu nous mots lequel est mauvais, tu vois. Comment dire, ils ne peuvent pas le savoir parce qu'ils ne stockent pas votre adresse mail et votre mot de passe, ils stockent le hash. Et en fait, quand vous créez votre compte, vous allez renseigner votre adresse mail et votre mot de passe, ça va créer un hash qui va être enregistré dans les serveurs de Facebook si vous créez un compte Facebook. Et donc, du coup, quand vous voudrez vous connecter ultérieurement, vous allez re-rentrer votre adresse mail et votre mot de passe. Vous allez du coup générer un hash. Ils vont comparer dans leur base dans leur base de données si ça correspond à un hash qu'ils ont dans leur serveur. Et si ça match, il sait que vous voulez vous connecter à tel compte. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même s'il y a une personne au sein de Facebook qui a accès, dans la théorie, à un fichier où il y a tous les hashes de tout le monde, en fait, ça ne lui sert à rien, en fait. Parce que à partir du hash, on ne peut pas retrouver le fichier initial. Par contre, le fichier initial, on aura toujours le même hash. Donc, en fait, même si une personne peut avoir accès au hash, en fait, il ne pourra jamais se connecter au compte
des utilisateurs parce qu'il ne pourra jamais retrouver l'adresse mail et le mot de passe initial. Donc, c'est utilisé par par tous les sites de connexion qu'on connaît. C'est le moyen standard de sécuriser les mots de passe. Voilà. Donc, vérifier l'intégrité d'un fichier. En gros, vous travaillez sur un fichier, je ne sais pas, on va dire un contrat parce que vous êtes en droit avec plein de clauses, etc. Le truc, il fait 200 pages et vous voulez travailler avec un collègue, enfin voilà. Et vous voulez vous assurer que vous travaillez bien sur le même dossier d'origine. Donc, le truc, il fait 200 pages. Pour le vérifier, c'est un peu compliqué. Donc, au lieu de regarder ligne par ligne si c'est bien le même dossier, le même fichier, ce que vous allez faire, c'est que vous allez le mettre dans une fonction de hachage. Et si c'est le même hash, ça veut dire que c'est le même fichier. Si c'est deux hashes différents, ça veut dire que ce n'est pas le même fichier. Voilà. Et aussi créer une blockchain. Donc, on tourne un peu sur nos pieds là. Donc, ça va nous permettre aussi de créer une blockchain. Et je vais vous expliquer pourquoi juste après. Hop. Donc, la blockchain. Donc, la blockchain, c'est quoi? C'est un ensemble de données qui sont regroupées au sein d'une suite de blocs, donc une blockchain ordonnée, car chacun contient le hash du bloc précédent. Donc, on voit que pour le bloc 41, on a plein de données. Donc, on a le hash du bloc 40, on a les données qu'on veut y mettre dedans, on a la signature. À chaque fois, dans la salle d'après, je vais vous expliquer à quoi ça correspond à chaque fois. On a la signature, la preuve de travail, et donc tout ça, ça va créer un hash, donc le hash du bloc 41, qui va être la première ligne du bloc 42. Et donc ça, du coup, ça permet du coup d'ordonner tous les blocs. On sait que comme le bloc 41, comme le bloc 42, il a le hash du bloc 41, on sait qu'il vient après le bloc 41 et ainsi de suite. Donc ça permet d'ordonner les blocs. Voilà. Tac. Donc comment est constitué un bloc? Très clairement. Alors, ça, c'est une image très basique. Vous allez voir que dans la pratique, c'est un peu plus complexe. Il y a un peu plus de données. Mais dans la théorie, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on a le numéro du bloc, on a le hash du bloc précédent, on a les données qu'on veut y mettre. Donc, dans la blockchain du Bitcoin, ça va être que des transactions. Sur Ethereum, ça peut être des transactions, ça peut être des créations d'NFT, enfin plein de choses. Donc, mais ça peut être suivant la blockchain, suivant l'utilité de la blockchain, ça peut être des cadastres, des brevets, des données de santé, des messages, des vidéos, des photos, ça peut être n'importe quoi. Donc, des données, tout simplement. Une signature qui assigne donc le bloc à une entité. Pourquoi? Parce que une personne, un ordinateur qui va créer le bloc, l'ordinateur, il appartient à une personne physique, okay, il appartient soit à une entreprise, soit à un particulier. Et donc, du coup, le gars, il a acheté un ordinateur, il paye la connexion Internet, etc. Il a des frais. Et donc, la signature, ça permet de retrouver la personne qui a créé le bloc et de le rémunérer. Et donc, du coup, c'est comme ça qu'on appelle ça des mineurs de crypto-monnaies. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais donc, du coup, c'est comme ça que les gens gagnent de l'argent en minant des crypto-monnaies. En fait, ils créent des blocs et ils sont payés par la blockchain pour avoir contribué à créer un bloc. Et donc, du coup, ils sont rémunérés comme ça. Et la preuve de travail. Donc, la preuve de travail, je vais en parler juste après parce que c'est un peu complexe, mais vous allez voir, c'est pas compliqué. Et donc, du coup, tout ça, ça crée un hash, le hash du bloc 42. Voilà. Donc, la preuve de travail, c'est quoi? Alors, tac, tac, tac. C'est un calcul qui doit être très long à faire. Parce que, en fait, du coup, ça évite que tout le monde crée des blocs dans tous les sens et que, du coup, l'architecture, il y a des blocs de données qui arrivent de partout. Pour un ordinateur, créer un hash, c'est très simple, c'est instantané. Okay, on clique sur générer et c'est fait instantanément. Pour, par exemple, la blockchain du Bitcoin, étant donné qu'il y a des millions et des millions d'ordinateurs qui sont connectés sur le réseau, c'est ultra rapide pour créer un hash. Du coup, pour éviter qu'il y ait trop de blocs qui soient créés dans tous les sens sur le réseau, la preuve de travail, elle est essentielle. Donc, preuve de travail, en anglais, c'est proof of work. C'est le système sur lequel Bitcoin repose. Ethereum aussi. Ethereum, par contre, va changer en proof of stake. Donc, on ne va pas entrer dans les détails, mais c'est une autre façon de valider des blocs. Mais donc, du coup, preuve de travail, en anglais, c'est proof of work. Et c'est un peu la notion que tout le monde utilise. C'est un peu la notion anti-écologie, si vous voulez, parce que c'est ce qui fait consommer beaucoup d'énergie au réseau. Et donc, du coup, voilà. Donc, la preuve de travail, du coup, c'est le fait que on va, dans la blockchain, une règle de la blockchain, ça peut être que, voilà, il faut que le hash du bloc commence par un certain nombre de zéros. Par exemple, dans la blockchain du Bitcoin, c'est 72 zéros. Donc 72 zéros en hexadécimal. Quand on retourne ici, là, bon là, je vais pouvoir aller un peu en mathématiques, mais en gros, vous voyez que 1 zéro en hexadécimal, en binaire, c'est 4 zéros. D'accord? Et il faut que ça commence par 72 zéros. Enfin, théoriquement, ça varie en fonction du nombre d'ordinateurs qui sont connectés au réseau. Mais donc, du coup, ça veut dire qu'il faut que l'ordinateur calcule
créer automatiquement un texte qui fasse modifier du coup le bloc. Parce que, comme je vous ai montré tout à l'heure, à partir du moment où on modifie quoi que ce soit dans le bloc, le hash est complètement différent. Et donc, du coup, là, dans l'exemple que j'ai montré pour le bloc 42, on peut voir que là, je n'ai pas marqué, mais en gros, dans l'exemple que j'ai donné, pareil, c'est des images que j'ai trouvées sur Internet. Hein, donc, vous pouvez peut-être les retrouver sur Internet plus tard, c'est pas moi qui les ai créées. Mais en gros, la règle qui a été créée pour l'exemple, c'est qu'il faut que le hash, donc la dernière ligne, commence par un certain nombre de zéros. 12 zéros, il me semble. Donc, on voit que le premier hash du bloc 42, il commence par un 5. 5 en binaire, c'est 0, 1, 0, 1. Et donc, du coup, ça commence juste par 1, 0. Nous, on veut que ça commence par 12, 0, donc c'est-à-dire que le bloc est rejeté. Le deuxième bloc 42, ça commence par 0, 1 et 0, 1. Donc, 0 en hexadécimal, en binaire, c'est 4, 0 et 1 en binaire, c'est 0, 0, 0, 1. Donc, en tout, ça fait 8, 0. C'est pas mal, mais ce n'est pas suffisant. Il faut que ça commence par 12, 0. Et on voit que le bloc 42, ici, il a été validé. Pourquoi? Parce qu'il commence par 3, 0. Donc, 3, 0 en binaire, ça fait 3 fois 4, 12, 12, 0. Et 5, bon, ça commence par un 0 aussi, donc ça fait 13, 0. Donc là, le bloc, il est validé parce que ça commence par 13, 0 en binaire. Nous, on veut que ça commence par 12, 0. Donc ça a été validé. Ça va, vous avez à suivre? OK. Je vais vous montrer un exemple concret, parce que le principe de la blockchain, c'est que ce soit public. Tout le monde peut consulter les transactions, tout le monde peut consulter les blocs. Et donc, du coup, on peut savoir à l'instant précis, tac, 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 tout ce qui s'est passé sur la blockchain. Alors, donc là, c'est le bloc que j'ai pris en gros l'URL du bloc hier à 9h25, dans la soirée à 21h30. Donc voilà, on a plusieurs informations qui apparaissent. Donc là, comme je vous ai dit, c'est le bloc numéro, donc sur la blockchain du Bitcoin. On est sur le site blockchain.com, c'est un site qui répertorie plein d'informations sur la blockchain, ça peut être plusieurs blockchains, Ethereum, Bitcoin, il y en a plein d'autres. Et donc du coup, ça donne plein de données statistiques sur la santé du réseau, par exemple combien d'ordinateurs sont connectés au réseau, c'est-à-dire la puissance totale du réseau, le nombre de transactions, etc., le nombre de blocs, tout ça. Donc on a plein d'informations sur ce site-là, sur la blockchain du Bitcoin par exemple. Donc là, on voit qu'on est sur le bloc 736 957, donc ça c'est le numéro du bloc. On va avoir des informations qui sont très intéressantes. Là, la première ligne, c'est le hash du bloc. Donc, on voit que ça commence par, alors je ne sais pas combien de zéros, mais théoriquement, il y en a au moins 72 pour que ce soit validé. Donc, on voit que ça a été confirmé 65 fois, donc ça, c'est un petit détail. Un truc qui est assez impressionnant, c'est le nombre de transactions. Ici, dans ce bloc-là, il y a eu 3348 transactions. Donc, une transaction, c'est une personne A qui envoie de l'argent à un Bitcoin, par exemple, à une personne B. Okay, donc, ça, c'est une transaction. Donc, en tout, dans ce bloc-là, il y a eu 3348 transactions. Ça correspond à un montant total en Bitcoin, tac, 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 qui est où size, voilà, ici. 42 000 Bitcoins. Dans ce bloc-là, dans un bloc, en 10 minutes, parce qu'un bloc, dans la règle du Bitcoin, dans la blockchain du Bitcoin, un bloc, ça se crée à peu près en 10 minutes. Okay, c'est en fonction de la puissance du réseau. Plus il y a d'ordinateurs qui sont connectés, plus la difficulté pour créer un bloc est compliquée. Okay, donc, là, aujourd'hui, c'est 72 zéros. Il faut que le hash commence par 72 zéros parce que la blockchain estime qu'il faut qu'il est nécessaire d'avoir au moins que le hash commence par au moins 72 zéros pour créer un bloc toutes les 10 minutes environ. D'accord? S'il y avait deux fois moins d'ordinateurs, 72 divisé par 2, je ne sais pas combien ça fait, je ne suis pas fort en maths. Ouais, bref, 40 zéros à peu près. Bref, 30 zéros, 36 zéros du coup. 36 zéros, et donc du coup, ça veut dire qu'il y aurait eu deux fois moins en termes de puissance de calcul du réseau. Enfin, bref. Donc là, dans un bloc, il y a eu plus de 42 000 bitcoins qui ont circulé, et 42 000 fois le cours actuel du bitcoin, qui est à 30 000 $, plus ou moins le bitcoin, ça monte très vite, ça fait plus d'1 milliard de dollars, ou 1 milliard d'euros, voilà, la parité est plus ou moins là en ce moment. Donc, 1 milliard d'euros, plus d'1 milliard d'euros qui ont été transférés en l'espace de 10 minutes. Voilà, juste dans ce bloc-là. On peut voir que le mineur, la personne, l'ordinateur ou le groupe d'ordinateurs qui ont validé le bloc ont été rémunérés par la blockchain à hauteur de 6,25 bitcoins. Donc, ils ont récupéré, ils ont été payés par la blockchain 6,25 bitcoins. Et aussi, le fait d'envoyer un bitcoin à quelqu'un, tu vas payer des frais dessus. Donc, c'est que dalle. Ça va être 0,000 et quelques bitcoins.
mais multiplié par 3300 et quelques transactions, ça commence à faire beaucoup, parce que du coup, si on cumule tous les frais de toutes les transactions du bloc, on arrive à 0,25 Bitcoin. Donc en fait, l'ordinateur ou le groupe d'ordinateurs qui ont validé le bloc, ils ont récupéré 6,25 Bitcoin plus les 0,25 de frais que tout le monde a payé. Voilà, et donc du coup, après, on a d'autres informations, par exemple, toutes les transactions du bloc, etc. Voilà. Et ça, enfin, moi, je trouvais ça un peu assez impressionnant. Voilà. Est-ce que c'est clair? Ok, super. Alors, donc maintenant maintenant qu'on a compris comment ça fonctionnait la blockchain, pourquoi est-ce qu'on en a besoin? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de la blockchain et des crypto-monnaies? Alors, pareil, là, les images que vous voyez, c'est des trucs que j'ai chopés sur YouTube. Je trouvais ça très explicite, donc du coup, je les ai reprises. Okay, on ne réinvente pas une machine qui marche déjà. Donc du coup, on a quelques articles là de gros comment dire, médias, enfin voilà, qui parlent de la blockchain. Donc, et c'est pas des titres un peu, enfin c'est pas des titres qui sont anodins. On a la machine de confiance par The Economist. Qui parle de la machine de confiance et comment ça peut changer le monde. La Tribune, qui est un média spécialisé aussi, qui parle de la blockchain, l'invention la plus importante depuis Internet, et Blockchain Revolution, qui parle de comment cette technologie derrière le Bitcoin peut changer l'argent, le monde de l'entreprise et le monde. Donc, c'est pas anodin, ok, c'est quelque chose qui est, enfin voilà, il compare ça un peu comme l'invention du feu, si vous voulez. Donc, et pourquoi en fait il faut comprendre, en fait, quand... tac, tac, tac. Oh là, je me suis perdu dans mes notes, là. Alors. Ah, voilà. Donc, on a l'impression que tout le monde s'accorde à dire que c'est une révolution, d'accord? C'est la solution à tous nos problèmes, etc. Mais généralement, quand on parle d'une solution, c'est qu'en fait, à la base, il y a un problème au départ. Et en fait, on a oublié ce que c'était ce problème. Dans le monde dans lequel on vit, on ne le voit plus, ce problème-là. Donc, on va vous parler de Bitcoin, du coup, ensuite, certes, mais pas tout de suite. D'abord, on va parler du problème initial qui est résolu par la blockchain et le Bitcoin. Et donc, si on parle du problème initial, on va parler d'argent. Alors, généralement, on n'a pas trop de problème à mobiliser les foules autour de l'argent parce que voilà, c'est assez intriguant. Ça intéresse tout le monde. L'argent, on en a plus ou moins. On en gagne on en gagne plus ou moins chacun tous les jours. Et donc, du coup, voilà, si on sort un billet de 10 euros, c'est de l'argent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai une valeur de 10 euros dans les mains. D'accord? Cette valeur de 10 euros, elle a une valeur pourquoi? Parce que les commerçants l'acceptent, parce qu'on est tous d'accord pour dire que ça vaut 10 euros. Et donc, par exemple, aujourd'hui, avec 10 euros, je peux obtenir des biens et des services en échange. Par exemple, au cours actuel, je peux avoir 10 baguettes de pain à 1 euro l'unité, par exemple. Mais évidemment, cet argent, il vient de sortir dans la poche, mais est-ce qu'il m'appartient vraiment? Et là, c'est la question un peu que je vous pose. Est-ce que l'argent, même que vous avez dans des comptes bancaires aujourd'hui, est-ce qu'il vous appartient vraiment? Alors, si je vous pose la question, c'est un peu orienté quand même. Et donc, du coup, on va voir que ce n'est pas forcément le cas. Et pour ça, on va faire un petit voyage. On va aller à Chypre, parce que du coup, j'ai fait la présentation autour de Chypre. Mais on aurait pu aller en Grèce, en Italie, en Espagne, en Ukraine, en Russie, en Inde, au Venezuela. On aurait pu aller dans les pays d'Amérique latine. Ça aurait été plus ou moins le même cas. Le même cas. Donc, tac, Chypre, bon, pour ceux qui ne savent pas, c'est au sud de la Turquie, à l'est de la Syrie et du Liban. C'est une île qui fait partie de l'Union européenne. Enfin, en tout cas, la partie sud de l'île, parce qu'il y a la partie nord qui fait partie de la Turquie. Et donc Chypre, c'est quoi? C'est un peu plus d'1 million d'habitants, un PIB par habitant entre 25 et 30 milliards de dollars par an. Donc, ça va, c'est des chiffres qui sont honorables. C'est pas le haut du panier non plus, mais voilà, c'est pas dramatique. Donc, c'est réputé comme Malte comme étant ce qu'on appelle en fait un paradis fiscal. Donc, hébergeant beaucoup de banques, peu regardantes sur les lois, sur la provenance des fonds, etc. Et donc, Chypre, en fait, ils ont un problème que tous les pays ont dans le monde, c'est la dette publique. Donc, on voit ici, c'est un graphique donc, qui montre en fait la dette publique de Chypre en pourcentage du PIB. Et on voit qu'entre 1995 et 2008, voilà, ça oscille entre 50% et 55%, plus ou moins. Et à partir de 2008, donc, comme tout le monde le sait, il y a eu la grosse crise financière.
Ça a impacté tous les pays. Donc, on a parlé de la Grèce qui a été au bord de faire de la faillite, etc. Mais il y a eu plein d'autres cas. Et donc, Chypre en a souffert aussi. Donc, on voit que depuis la crise de 2008, la dette publique a explosé à Chypre. Elle est passée à plus de 100% en 2013. Et donc, du coup, c'était quoi comment dire, les répercussions sur la vie réelle? Les répercussions dans la vie réelle pour Chypre, ça a été dramatique. Pourquoi? Parce que ce qui s'est passé en 2008, bon, je ne vais pas vous refaire un petit peu ce qui s'est passé en 2008, mais dans l'idée, c'est qu'il y a des banques, des grosses entreprises qui ont fait faillite. Comment est-ce qu'ils ont fait faillite? Soit parce qu'ils étaient directement impactés par le marché de l'immobilier, soit parce qu'ils avaient des billes, ils avaient investi dans des banques qui, elles, ont fait faillite. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu mets de l'argent dans une banque qui fait faillite. C'est-à-dire que l'argent que tu as placé, il vaut zéro. Donc, tu as perdu de l'argent. Et donc, du coup, il y a des banques, par exemple à Chypre, qui avaient placé de l'argent, par exemple, Lehman Brothers qui a fait faillite. Alors, je ne sais pas si c'était le cas, mais en tout cas, Lehman Brothers qui a fait faillite, ça a impacté le monde entier parce que c'était l'une des plus grosses banques du monde. Elle avait fait faillite. Il y a énormément de banques qui avaient investi dans cette banque-là. Et du coup, ils se sont vus perdre beaucoup d'argent. Et donc, à Chypre, c'était le cas. Il y a des banques qui ont perdu énormément d'argent. Et donc, quand on perd beaucoup d'argent, en général, on va avoir d'autres banques, on va s'endetter pour répondre aux frais, etc., aux obligations qu'on est obligé de payer. Ça, c'est dans la tête normale des gens. Sauf qu'à Chypre, ce n'est pas ce qui s'est passé. À Chypre, ce qui s'est passé, c'est qu'au lieu que les banques s'endettent, ils se sont dit, en fait, on est des banques, on a des comptes bancaires en réserve, on a des gens qui nous filent leur argent pour stocker leur argent. Donc, pourquoi s'embêter? On va prendre directement sur le compte bancaire des gens. Alors, ça paraît fou dit comme ça, mais il y a une illustration qui récapitule très bien ce qui s'est passé. Donc, bravo les amis, désormais, on se sert directement en prélevant d'office sur tous les comptes bancaires. Génial, il fallait y penser avant. Champagne pour tout le monde. Alors, ça a l'air d'être une caricature, mais c'est exactement ce qui s'est passé. Ça veut dire que, donc on rigole 30 secondes, puis après on se dit, merde, en fait, moi aussi j'ai un compte bancaire, et puis du coup, à Chypre, en 2013, les banques étaient endettées, et ils ont dit qu'ils allaient prélever 10% sur tous les avoirs supérieurs, donc sur tous les comptes bancaires supérieurs à 100 000 euros. Donc vous allez me dire, supérieur à 100 000 euros, bon, c'est pas mon cas, ça va tranquille, sauf qu'à Chypre, il y a énormément de personnes qui sont allées à Chypre justement pour sécuriser un petit peu leur argent, éviter de payer des taxes, etc. Mais bon, dommage pour eux, ils avaient peut-être des millions sur le compte, peut-être 10 millions, et donc du coup, ça fait quand même 1 million qui est prélevé, qui est entre guillemets volé par la banque pour pouvoir payer les actionnaires, etc. Enfin voilà, pour pouvoir faire face à leurs frais. Donc, bon, maintenant, pour vous rassurer un peu, en France, on est très sécurisé là-dessus. Les assurances, enfin même dans les conditions générales des banques, c'est impossible que ça arrive. Okay, ça a été revu, c'est des choses qui sont à passer, donc du coup, on a appris des erreurs, et donc du coup, ça a pas mal bougé de ce côté-là, mais c'est ce qui s'est passé du coup en 2013. Donc du coup, il y a des gens qui ont perdu beaucoup d'argent à cause de ça. Donc voilà, on n'a pas vraiment accès, du coup, ça remet un peu la perspective à l'échelle, en fait, je ne sais pas comment dire. Mais voilà, en gros, ça nous permet de nous faire réaliser que l'argent, en fait, il ne nous appartient pas vraiment. Et pourquoi, en fait, les banques elles peuvent faire ça aujourd'hui? Justement parce que votre argent, en fait, il est sur des comptes bancaires. Et qu'est-ce que c'est un compte bancaire? Aujourd'hui, globalement, c'est une série de 0 et de 1, comme je disais tout à l'heure. Tout est numérisé. Donc, à partir du moment où tout est numérisé, vous croyez que c'est votre argent. Mais en réalité, c'est l'argent de la banque. Et puis, de temps en temps, vous lui demandez l'accès à votre argent et ça change totalement la perspective. Concrètement, demain, vous voulez faire votre plein de voiture, vous voulez faire vos courses, vous voulez retirer de l'argent, votre carte ne marche pas. Elle ne marche pas, pourtant, la date d'expiration, elle est bonne, etc. Ça peut être le TPE du commerce, mais dans l'idée, c'est que vous voulez payer un truc, vous ne pouvez pas. C'est pas normal, tu vois, genre c'est mon argent, je veux payer mon truc, je ne peux pas. C'est embêtant quand même. Et donc, ça veut dire que quand tu payes quelque chose, tu demandes l'autorisation à ta banque de te débiter. Et si tu as assez d'argent sur ton compte, c'est accepté. Donc, théoriquement, si tu payes un truc, c'est que tu as assez d'argent. Après, c'est un petit problème. Mais donc, du coup, voilà, en fait, tu demandes l'autorisation de ta banque de retirer de l'argent, de payer, etc. Donc, du coup, voilà, ça remet en perspective un peu tout ça. Donc là, on commence un peu à douter, est-ce que c'est vraiment mon argent? Donc, il y a d'autres exemples. Je ne vais pas vous faire tout, mais globalement, il faut aller à la Grèce, l'Ukraine, l'Argentine, l'Inde, la Russie, enfin, voilà, plus dans l'actualité. Du coup, ça remet tout en perspective. Concrètement, en temps de guerre, on a vu les gens qui allaient se ruer vers la banque pour retirer de l'argent et au final, les guichets étaient fermés, donc on ne pouvait pas retirer. Donc voilà. Donc, qu'est-ce que ça veut dire globalement? Ça veut dire que votre argent, du coup, il ne vous appartient pas. Voilà. Donc, vous avez la réponse à ma question. Pourquoi? Parce qu'on veut que tout soit dans des comptes bancaires, c'est la guerre au cash, et puis dire que c'est plus pratique dans la gestion aussi. Enfin, voilà, c'est quand même, ça apporte quand même beaucoup d'avantages à la numérisation de l'argent. Il ne faut pas se voiler la face.
Mais voilà, c'est aussi la guerre au cash, qui aujourd'hui qui utilise encore le cash comme moyen de paiement principal? Plus beaucoup de monde en fait. On s'en aperçoit pas beaucoup, mais c'est un peu un danger en fait. C'est une tendance qu'il y a dans pas mal de pays. Et surtout les pays développés. Et, si vous prenez des pays comme la Suède, par exemple, c'est plus de 80% des transactions qui sont effectuées en carte bancaire. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Demain, vous allez à Stockholm, vous prenez un taxi, vous prenez un bus, vous allez dans une petite boutique. C'est pas c'est pas que vous n'allez pas payer, c'est pas que vous n'allez pas utiliser de cash, de liquide, c'est qu'ils vont refuser tout simplement. Donc vous ne pouvez pas payer en liquide, et on voit ça dans plein de pays. À Londres, par exemple, c'est aussi un très bon exemple. Donc ça, c'est un petit problème. Alors, numériser de l'argent, comme j'ai dit tout à l'heure, ça a plein aussi d'avantages. En fait, on ne va pas se voiler la face. Ça nous évite de nous balader avec 3 tonnes de pièces et puis des liasses de billets dans la poche. On peut aller directement payer le bon montant à la caisse. On n'a pas 3 plombes à attendre pour avoir le change. Et on peut envoyer de l'argent partout dans le monde. Donc, c'est parfait. Donc, il y a plein d'avantages, mais il y a 3 inconvénients qu'on va voir tout de suite. Dans le petit graphique qui est ici, hop, alors c'est un graphique qui date de 2017, donc les chiffres ne sont pas forcément corrects pour l'heure actuelle, mais ça fait 5 ans, donc on peut se dire que c'est encore plus, ça reflète plus ou moins la réalité. Donc, le premier point, c'est que, pour le premier point négatif, c'est que ça correspond à l'exclusion financière de la moitié de la population mondiale. On a tendance à l'oublier, car dans les pays de l'OCDE, de l'Europe, de l'Amérique du Nord, etc., tout le monde a un compte bancaire et c'est parfois une obligation légale. Mais dans les restes du monde, si on prend le monde dans sa totalité, en 2017, c'était 53% de la population qui n'avait pas accès à des services bancaires et à des services bancaires classiques. Et c'est pas rien, c'est 3,5 milliards de personnes. Alors comment ça se fait? Quand on habite dans un bidonville, quand on habite dans un pays où le système d'identité pour avoir une carte d'identité, il est mal fait, c'est compliqué d'avoir une carte d'identité, ou alors il n'y a pas de certificat de naissance, etc. Au final, quand tu vas voir une banque, ils vont te demander ta pièce d'identité. Si tu n'en as pas, tu peux avoir créer de banque. Si tu n'as pas d'adresse, si tu n'as pas de boîte postale, tu ne peux pas créer si tu n'as pas de lieu de résidence, tu ne peux pas te créer un compte bancaire. Donc concrètement, ça correspond à énormément de pays dans le monde, cette situation-là. Deuxième problème, c'est que votre vie privée, en fait. Si la banque détient votre argent, en fait, du coup, elle sait ce que vous faites avec. Et donc, du coup, votre vie privée, en fait, elle est réduite à 0. La banque sait tout ce que vous faites et elle sait tout ce que vous achetez et tout ce que vous vendez. Moi, j'ai pas trop, peu importe. Moi, personnellement, j'ai pas envie que la banque sache ce que j'achète, avec sur Internet, etc. Non pas parce que j'ai des choses à cacher, juste parce que c'est ma vie privée. En fait, ça les regarde pas. Et un troisième problème qui est une intermédiation dont personne ne veut. Donc là, je vais m'expliquer un petit peu et rapidement. Donc en fait, concrètement, vous allez aujourd'hui à la boulangerie, vous payez 2 € votre pain à la boulangère en cash. Elle reçoit 2 €, très bien, c'est rapide, etc. Merci, au revoir. Maintenant, vous utilisez la carte bancaire. Carte bancaire. Pour vous, ça ne change rien. Vous sortez même plus rapidement de la boulangerie. Parce que dégainer la carte bancaire, c'était plus rapide. Et par contre, ça change tout pour la boulangerie. Pourquoi? Parce que la boulangère ne va pas recevoir 2 €. Elle va recevoir 1,80, 1,90. Comment ça se fait? En fait, il y a ce qui s'appelle des petits lutins. Les banques, les prestataires de services numériques, Visa, Mastercard, les chances de compensation, du coup, les intermédiaires qui vont prendre une petite commission au milieu. Et donc, du coup, la boulangerie, elle ne va pas recevoir son argent, elle ne va pas recevoir 2 €. Du coup, elle va recevoir 1,80, 1,90. Et elle ne va pas recevoir directement, elle va recevoir dans 30 jours, 60 jours, 90 jours, ça dépend. Et donc, du coup, ça change tout. Du coup, tu vois, c'est un peu embêtant pour la boulangerie. Donc, c'est une intermédiation dont les entreprises ne veulent pas. Et si je vous dis que tous ces problèmes-là peuvent être réglés, on pouvait les résoudre en ayant la numérisation de l'argent. Donc là, on va retomber un peu sur le sujet. Vous me voyez venir, on va revenir sur le sujet du Bitcoin. Donc, je vais laisser, ça va enchaîner là-dessus. Et donc, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que le Bitcoin? Eh bien, déjà, je vais vous amorce tout de suite. Ce n'est pas que l'argent du dark web qui sert à acheter de la drogue et à financer le terrorisme, comme vous l'avez pu voir dans la partie de Paul. Et donc, pour le déterminer, on va revenir à la définition principale, qui est celle de son créateur. C'est-à-dire peer-to-peer electronic cash system. Donc, le système de pair à pair d'argent liquide numérique. Et il est très important ce cash, parce qu'aujourd'hui,
on n'est pas sûr du compte en ligne, on n'est pas sûr de la banque en ligne, on n'est également pas sûr de la carte de crédit en ligne. En revanche, ce dont nous sommes sûrs, c'est l'argent numérique liquide. Et ça veut dire que toutes les propriétés de cet argent, comme la décentralisation, le fait que ce soit ouvert, que ce soit pair à pair, que ce soit sans intermédiaire, sans frontières aussi, et respectueux de la vie privée, et bien, tout ça, c'est Bitcoin. Et avec Bitcoin, pour la première fois, on arrive à créer de la valeur numérique. Donc, et c'est-à-dire que voilà, c'est pas non plus un titre ou un droit d'accès sur un compte bancaire de quelqu'un qui le détient quelque part. Non, c'est un jeton de valeur. Un jeton de valeur numérique euh, qui peut être transmis sans intermédiaire. Et donc, voilà, on a compris hein, la valeur, mais combien est-ce que ça représente et comment peut-on le mesurer? Moi, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est au courant voilà, du prix de Bitcoin, c'est devenu un peu mainstream, donc les gens suivent un peu le cours. Et aujourd'hui, on est aux alentours de 29 000 donc, d'euros. Et je vous assure tout de suite, hein, vous n'avez pas besoin de faire un prêt étudiant pour en acheter, parce qu'en fait, c'est divisible, comme l'ont fait certains, hein, parce qu'en fait, c'est divisible au millionième. Donc, vous pouvez très facilement en acheter pour 30 euros. Voilà. Et maintenant, parlons des applications donc, de la blockchain et notamment du Bitcoin. Et donc, qu'est-ce qu'il permet de faire? Eh bien, l'application essentielle, c'est de court-circuiter pardon, le système financier. Aujourd'hui, un virement, c'est comme ça que ça marche. Donc, l'image à droite, à votre gauche, du coup. Un, donc, un virement, c'est vous ne le faites pas, vous ne le donnez pas à quelqu'un, vous le dites à votre banque de dire à la banque suivante, enfin bref, en général, il y a même une chambre de compensation entre les deux. Donc moi, je vais vous la faire courte. Après avoir dit à votre banque de dire à la banque de votre ami de prévenir que son argent va arriver dans 4 jours, bref, c'est la galère. Et comme l'a mentionné Paul, il y a plein de petites parties intermédiaires qui prélèvent un certain pourcentage. Or, il y a Bitcoin qui arrive, en mode, voilà, le chef, et il vous dit, non, 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 moi je te fais ça en 10 minutes, et seulement pour 5 centimes. Donc les frais de maintien du réseau. En revanche, il ne prend pas de frais de tenue de compte tous les ans, il ne prend pas de frais de carte bancaire, qu'elle soit Gold ou carte de voyage, je ne sais pas quoi. Euh, voilà, donc pour la petite application du Bitcoin. Et comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien, on retombe sur nos pattes, la blockchain. Donc, pour conclure, c'est la seule façon d'échanger de la valeur numérique aujourd'hui, et vous pouvez en pair à pair. Et là, je suppose qu'il y a certains malins qui veulent riposter. Mais qu'est-ce que tu racontes? Le pair à pair, ça existait bien avant. Je pouvais envoyer une photo par mail, et voilà. Mais non. En fait, ce que vous faisiez avec la photo, en fait, vous envoyez une copie de cette dernière, et non pas donc l'original. Et lorsqu'il s'agit d'une image, c'est pas très grave, hein. Moi, je vais pas me plaindre. Mais si on parle de l'argent, là, ça devient important que j'ai plus voilà, un billet de 10, et si jamais on revient sur l'exemple, que j'ai plus ce billet de 10 après vous l'avoir transmis. Et donc, et donc euh, avant la blockchain, on n'avait pas de moyen de réaliser le potentiel du système de pair à pair. Or, maintenant, c'est possible. Euh, Bref, et maintenant,
on va parler des cas encore plus concrets. Donc, Bitcoin, je pense, ça y est, on en a un peu marre. Mais une petite cerise sur le gâteau, un exemple en plus, avec un Philippin qui travaille aux États-Unis et qui a envie d'envoyer de l'argent à sa famille. Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Il passe par Western Union. Western Union, c'est quoi? C'est une semaine d'attente et c'est 10% de frais. Donc voilà, avec, si on fait la comparaison avec Bitcoin, le choix est vite fait. Ensuite, on a Ascribe. Ascribe qui permet de certifier de manière indépendante et de centraliser la propriété intellectuelle. Vous voulez prouver que vous avez une idée de projet que vous voulez faire breveter, eh bien, c'est l'exemple parfait parce qu'il vous suffit de détailler toute l'idée sur la blockchain Ascribe et dans le futur, vous aurez la preuve que vous étiez le premier à y penser et à avoir pensé. Juste un petit exemple, la blockchain Ascribe, aux États-Unis, ça a déjà été servi et là, une personne qui avait déjà enregistré son brevet sur la blockchain Ascribe a pu se défendre en justice et gagner contre l'entreprise qui avait développé l'idée, ou alors, je ne sais pas si elle avait volé ou quoi que ce soit, mais du coup, la personne a pu faire valoir son droit en disant, bah voilà, moi, à telle date, j'avais enregistré ce brevet-là avant l'entreprise, et donc du coup, j'avais eu l'idée avant. Et donc du coup, la personne n'a pas eu besoin d'enregistrer un brevet. La justice américaine s'est basée sur la blockchain Ascribe pour justifier que voilà, il avait bien les droits du brevet. C'était bien lui qui avait eu l'idée en premier. Voilà, je te laisse continuer. Génial. Et donc ensuite, on a le Transactive Grid. C'est quoi? C'est l'échange d'énergie en pair à pair, donc sans passer par intermédiaire. Il y a également Storage.io qui, donc, c'est ce qui est égal à Dieu les fermes de serveurs de Google ou Microsoft, parce qu'on peut désormais décentraliser, utiliser des clouds décentralisés. Plus personne n'aura donc la main sur vos données personnelles. Et je termine avec Bitland rapidement. C'est un cas d'usage qui a lieu au Ghana. Eh bien, on part du principe qu'on n'a pas très confiance en gouvernement Ghanéen. Voilà, on s'est compris. Euh, pour, euh, pour tenir un cadastre. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va passer par la blockchain, parce qu'il n'y a pas d'intermédiaire. Voilà. Donc, une autre application de la blockchain, c'est Ethereum. Donc, Ethereum, je pense que vous avez déjà entendu parler, c'est la deuxième plus grosse crypto-monnaie en termes de capitalisation boursière. Et donc, Gavin Wood, c'est qui? C'est un des fondateurs, c'est un cofondateur d'Ethereum. Et il présente Ethereum comme le réseau, comme un réseau qui est comparable à un seul ordinateur pour toute la planète. Donc Ethereum, c'est le nom de la blockchain et fonctionne avec des Ethers. Okay, c'est la monnaie qu'on utilise c'est la crypto-monnaie qu'on utilise sur la blockchain d'Ethereum. Donc Ethereum n'a pas comme Bitcoin cette vocation-là d'être une réserve de valeur, de transmettre de la valeur, même si on peut envoyer des Ethers parce qu'un Ether c'est $2000, quelque chose comme ça aujourd'hui. Donc on peut quand même payer en Ether, mais c'est pas le but principal. En fait, ce que ça permet d'Ether, ça permet de développer, ça permet à des développeurs d'applications de faire fonctionner leurs programmes informatiques sur la blockchain. Donc ces programmes-là s'appuient donc sur ce qu'on appelle des contrats intelligents, des smart contracts. Donc il y a deux parties. Ok, aujourd'hui on veut se marier, par exemple, dans le monde. Alors je ne sais plus si c'est aux États-Unis ou enfin bref, en 2021, il y a un couple qui s'est marié sur la blockchain. Ils ont signé un contrat de mariage. Ils sont pas passés par un notaire ou quoi que ce soit. Ils ont rempli toutes les clauses du contrat de mariage qu'ils devaient remplir pour que ça corresponde à un contrat de mariage. Et ils se sont mariés avec un contrat qui est rentré dans la blockchain avec un smart contract. Donc ils ont tous les deux accepté sur la blockchain. Et donc du coup, c'est enregistré maintenant dans la blockchain. Donc c'était le premier mariage grâce à la blockchain. Donc il n'y a pas eu besoin de notaire ni rien. Donc est-ce que c'est légal maintenant? À revoir. Mais d'un autre côté, le contrat a été en tout cas validé par les deux parties. Donc en fait, j'aime beaucoup en fait. Moi, j'ai pensé à une autre image pour Ethereum pour bien comprendre ce que c'est. Aujourd'hui, un développeur qui veut développer un logiciel, on va dire comme Microsoft qui veut développer PowerPoint, ils vont pas recréer le système d'exploitation Windows ou macOS. Ils vont se baser sur le code de Windows pour développer PowerPoint. Là, c'est pareil. Parce que pourquoi est-ce qu'ils font ça? Pourquoi est-ce qu'ils ne recréent pas un autre système d'exploitation? Parce que le monde entier utilise déjà Windows ou macOS
Et donc, du coup, ils savent comment l'utiliser, ils le comprennent. Et donc, du coup, c'est beaucoup plus simple pour l'utilisateur de directement télécharger PowerPoint sur leur système d'exploitation et ensuite utiliser PowerPoint. C'est beaucoup plus simple que d'utiliser un ordinateur pour PowerPoint, tu vois, ça serait trop compliqué. Donc, Ethereum, c'est le même principe. Ethereum, c'est la structure, ok? Il faut voir ça un peu comme le système d'exploitation. Et du coup, les développeurs peuvent développer du coup leur application directement sur la blockchain, donc être complètement décentralisé. Et donc, du coup, c'est beaucoup plus simple de créer du coup une crypto-monnaie. On a vu que entre 2008, donc depuis la création du Bitcoin, et 2013-2015 pour la sortie d'Ethereum, il y a très peu de crypto-monnaies qui sont créées. Ethereum est sorti en 2000, enfin voilà, est devenu un peu mainstream en 2015, et depuis, c'est devenu très facile, et même pour des personnes qui n'ont aucune connaissance en code, par exemple moi, etc., de vous-même de créer une crypto-monnaie. En 10 minutes, ça peut être fait. On aurait pu faire un cas d'usage, mais on n'a pas le temps. Mais vraiment, en 10 minutes, c'est fait. On rentre les données essentielles, et puis hop, c'est enregistré. On a juste à payer un peu de frais pour que ce soit enregistré dans la blockchain, et on a créé une crypto-monnaie. Et c'est pour ça que maintenant, il existe plein de crypto-monnaies, enfin plusieurs milliers, et, tac, tac, tac. Et c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup aussi d'arnaques dans les crypto-monnaies, parce que du coup, il y a des crypto-monnaies qui peuvent ressembler à des choses qui existent déjà. Je sais pas moi, enfin, on a vu avec la monnaie Squid Game, par exemple, tu sais, par rapport à la série sur Netflix, il y a une crypto-monnaie qui s'est appelée Squid. Et donc, du coup, des gens ont pensé que c'était Netflix qui avait créé la crypto-monnaie. Du coup, ils ont acheté des crypto-monnaies du nom de Squid. Et au final, le créateur, il a tout vendu. Il est parti avec les fonds. Et donc, du coup, mais ça, des exemples comme ça, il y en a à revendre. Okay, bon, ça, c'était très simple. En gros, l'exemple est très rapide, mais ouais, c'est pas exactement ça. Mais voilà, en gros, le smart contract était préprogrammé de sorte oui. qu'on ne puisse pas revendre les jetons. Oui, voilà, c'est un cas un peu spécial. Les acheter, et voilà, les gens qui n'analysent pas les contrats, voilà, ils voyaient le cours exploser, et donc qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils achetaient tout de suite, et voilà. À la fin, c'est le créateur qui a fait le bankroll. Voilà. Mais voilà, donc il y a plein de cas d'usage comme ça, de personnes qui ont été lésées à cause de crypto-monnaies, voilà, les gens achètent quelque chose parce qu'ils ont l'impression que ça va exploser, etc. Sauf que voilà, on n'investit pas dans des choses parce que ça a l'air d'être bien. On investit dans quelque chose parce qu'on pense que ça va avoir un retour sur investissement. Okay, on ne suit pas une personne, ah, achète ça, c'est bien. Bah non, il faut que tu comprennes comment ça marche pour investir, sinon tu comprends dans quoi tu fous ton argent. Bref, c'est une petite parenthèse. Voilà pour Ethereum. Les NFT très rapidement, et après on aura 5 minutes de questions du coup. Donc les NFT, soit les non-fungible tokens ou encore les jetons non fongibles. Le dictionnaire en Collins a nommé NFT comme le mot de l'année en 2021. Et du coup, pour mieux les comprendre, intéressons-nous d'abord aux choses fongibles, justement. Donc, par exemple, si jamais je prends ces deux papiers, ils sont exactement les mêmes. Et en réalité, le meilleur exemple, ce serait avec des billets. Donc, voilà, si jamais j'avais deux billets de 10 euros, et ils seraient les mêmes en matière de valeur. Tandis qu'avec les NFT, ce n'est pas du tout le cas. Parce qu'ils sont uniques et basés sur la blockchain et ils ne peuvent pas être remplacés par autre chose. Parce que c'est très facile à vérifier l'authenticité. C'est donc un certificat numérique d'un objet de propriété qui désigne un objet unique. Maintenant, on va faire très rapidement la partie technique. On va s'intéresser surtout au réseau Ethereum et les standards les plus populaires sur ce réseau. Donc, il y a ERC 721 qui est justement un NFT classique qui couvre donc l'authenticité d'un objet. Ensuite, il y a ERC 1155 qui donc prouve qu'une série d'objets est unique, mais les objets au sein de ces séries sont les mêmes. Ça peut être très utile voilà, dans des jeux, si jamais les développeurs sortent une catégorie de nouveaux DP. Puis, il y a le standard 998 qui permet justement de fusionner les NFT de différents standards en un seul. Et ça, c'est très utilisé dans des jeux de breeding. Donc, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler du jeu CryptoKitties. C'est pas grave, on n'avait pas raté grand-chose. Donc,
Qu'est-ce que ça permettait? Bah, en fait, c'était juste une sorte de collectibles, donc des images de chats qu'on pouvait fusionner en les accoupler. Et du coup, les fusionner en un et obtenir un chat avec des caractéristiques plus rares. Voilà, moi personnellement, je suis arrivé trop tard et j'étais celui qui a servi de liquidité pour les gens qui encaissaient leurs gains. Donc, le tout dernier standard, c'est IRC 875 et son application est très simple, hein. C'est d'envoyer plusieurs NFT en une seule transaction, ce qui est une révolution, si vous voulez, locale, donc au niveau de l'Ethereum, parce que le réseau Ethereum enfin, les transactions sur ce réseau sont très onéreuses. Voilà. Okay. Et puis, il y a également des usages un peu plus, enfin, de la vie réelle. Ouais. Concrètement, un NFT dans la vie réelle, qu'est-ce que ça peut être? C'est quelque chose d'unique. Okay, concrètement, demain, qu'est-ce qui compare, comment est-ce qu'on peut distinguer, par exemple, une Rolex achetée à Marbella, sur la place de Marbella, et une Rolex achetée dans une boutique Rolex? C'est les certificats d'authenticité. Okay, c'est ça qui fait la preuve de valeur d'un produit. Quand on compare deux Rolex, même qui ont été produits par Rolex, sur le marché de seconde main, s'il y a une Rolex qui n'a pas le certificat d'authenticité, elle vaut beaucoup moins cher qu'une Rolex qui a le certificat. Et donc, ce certificat-là, aujourd'hui, il est physique. Okay, on peut le dématérialiser, on peut le scanner, etc. Mais comment dire, ce certificat, il peut être décuplé. On peut faire une capture de l'écran et puis dire que c'est le nôtre. Tu vois. Donc, qu'est-ce qui prouve que c'est bien à nous? C'est le certificat de propriété, d'authenticité qu'on a obtenu une fois qu'on a acheté la montre. C'est la même chose avec la voiture. Par exemple, une voiture, tu as le certificat d'immatriculation. Pareil, la forme dématérialisée la plus sécurisée sur Internet, ce serait un NFT qui corresponde au certificat d'immatriculation de la voiture. Quand on vend la voiture, on envoie le NFT qui correspond au certificat d'immatriculation de la voiture à l'acquéreur. Ça peut être une place de foot. Quand on achète aujourd'hui une place pour aller au Stade Rennais, donc on l'achète au Stade Rennais du coup, et il y a une place qui, on est, je sais pas, tribune, je connais pas les tribunes au Stade Rennais, je suis pas fan de foot, mais voilà, tu es tribune ouest, et puis tu as le siège A550, et tu es le seul à l'avoir pour le match, je sais pas, Rennes-Paris, qui a lieu samedi 21h, tu vois. Et donc du coup, c'est un document unique qui n'est pas duplicable, parce que il n'y a pas deux personnes qui peuvent s'asseoir à la même place, et donc du coup, si tu veux le revendre, aujourd'hui tu revends le ticket physique, mais une copie conforme peut tromper l'acquéreur, tu vois, ça peut être un faux. Et donc, un NFT, c'est pas possible. Un NFT, tu peux retracer toutes tes transactions. On a vu avec la blockchain qu'on a accès à toutes les transactions, donc on peut remonter à l'émetteur initial et on peut donc prouver que l'NFT a bien été émis, par exemple, par le Stade Rennais. Donc, on sait que ce qu'on achète, ça a bien été produit par le Stade Rennais et que c'est bien une place qui existe. Donc voilà, il y a plein d'autres applications. Tout ce qui est unique, tout document unique, donc certificat de mariage, etc., tout ça, ça peut être dématérialisé et la façon de sécuriser sur Internet, c'est le NFT. Voilà. Donc très rapidement, au pur, il est déjà 30. Donc la DeFi, on peut voir très rapidement, c'est comme la finance centralisée. Enfin, c'est comme donc, DeFi, c'est Decentralized Finance, c'est finance décentralisée en français. C'est exactement comme la finance classique. On peut emprunter, placer de l'argent, opérer des transactions financières, donc faire des trades en gros, sans entité centrale. Aujourd'hui, quand on veut placer de l'argent, on va avoir une banque, on va prendre un livret A qui nous rapporte 5%, 0,5% d'intérêt par an, qui est inférieur à l'inflation. C'est ça, je passe le discours. Et donc, du coup, aujourd'hui, grâce à la finance décentralisée, on peut placer notre propre argent à un taux qui est très intéressant aussi, supérieur à des taux qui peuvent être à la banque, par exemple, sur des monnaies stables, sur du dollar, par exemple. On peut avoir, c'est très classique d'avoir du 7-8% sur du dollar, l'équivalent du dollar, sur des plateformes centralisées. Donc, la plus grosse, c'est AAV, elle fonctionne sur Ethereum, donc pareil, avec des smart contracts. Et on peut voir que, ça, c'est une capture d'écran que j'ai fait hier, sur AAV, en ce moment, il y a 14 milliards de dollars qui sont bloqués. À son apogée, AAV aujourd'hui, c'est 80 dollars l'unité. AAV, c'est une crypto-monnaie aussi, donc ça fonctionne grâce à une crypto-monnaie. Le protocole fonctionne grâce à une crypto-monnaie. Et aujourd'hui, elle vaut 80 dollars l'unité, mais à son apogée, je crois que c'était 600 dollars l'unité. Et donc, c'était mi-2021, il me semble, et c'était un peu plus de 200 milliards de dollars qui étaient bloqués sur Ethereum. C'est-à-dire que des gens bloquaient leur argent sur Ethereum, et le montant total, c'était 200 milliards de dollars. Bon, voilà. Je vais aller très vite sur la DeFi parce que comme ça, s'il y a des questions, on peut. Ah oui, le mot de la fin. Alors, tac, tac, tac. Bon, ça, c'est pas très important.
Voilà, et question and answer. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Ouais. Est-ce que vous pouvez parler de numérique et de l'interaction de la blockchain? Non. En fait, si tu veux, c'est impossible d'avoir une propriété de quelque chose sur Internet, dans le sens où avant, c'était l'exemple qu'a donné Sava tout à l'heure. Tu peux très bien avoir pris une photo, tu veux l'envoyer par mail, je sais pas, à un de tes potes, tu passes par Snapchat par exemple, en fait, tu ne lui envoies pas la photo, tu la dupliques. Ça veut dire que tu vas dans les documents envoyés et tu la récupères la photo. Donc en fait, la propriété n'existe pas. Grâce aux NFT, tu peux créer quelque chose sur Internet. Aujourd'hui, en 2021, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que tu as des collections dites d'œuvres d'art, ça ressemble à rien, mais ils appellent ça des œuvres d'art, qui se sont vendues des millions de dollars, sûrement dû à la spéculation, parce qu'en soi, la valeur, l'artiste n'était pas connu, les utilités sont venues après. Donc, oui, il y a plein d'exemples. Mais, on dit aussi que c'est la nouvelle version des clubs sociaux, comme par exemple, il y a plein de clubs d'élite où rien que l'entrée coûte plusieurs centaines de mille. Donc là, c'est à peu près le même esprit. Ouais, voilà. Les gens se réunissent. La collection la plus connue, c'est Board et Yard Club. Ils ont dans leur plan justement la construction d'un vrai club à Miami pour faire les meetings des groupes. Voilà. Et donc, du coup, voilà, pour répondre à ces questions, ça n'existait pas avant la blockchain. C'était impossible. Ouais. Oui. Alors, du coup, on a une question de Thomas en visio. C'est pourquoi, avec plus d'avantages que les cryptos représentent, elles sont toujours considérées comme dangereuses et ne sont pas adoptées, sauf dans certains pays comme le Salvador? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que les premières personnes à avoir utilisé les crypto-monnaies, c'est des personnes qui avaient besoin d'anonymat. Donc, c'est pour ça qu'en fait, ça s'est directement trouvé sur le dark web, parce que du coup, c'était ultra avantageux pour les personnes qui revendaient des armes, des trucs illégaux, la drogue, etc., sur le dark web, parce que du coup, les transactions, à l'époque, n'étaient plus traçables. Enfin, étaient traçables, mais personne ne savait comment ça marchait. Donc, c'était très utile pour eux. Mais aujourd'hui, il y a une étude de KPMG, en partenariat entre KPMG, donc un cabinet comptable, et Blockchain Partner, qui ont sorti une étude en 2021 qui démontre que les transactions frauduleuses, ça correspond à entre 0,3% à 1% des transactions totales du réseau sur un an. Donc, c'est plus du tout le cas. C'était le cas avant. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, pour pouvoir se connecter à un compte crypto, il faut déclarer son identité. En Europe, dans tous les pays un peu développés, on est obligé, surtout les exchanges centralisés, on est obligé de déclarer son identité. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on fait quelque chose d'illégal avec des crypto-monnaies et que les autorités, les policiers retrouvent l'adresse de transaction, ils peuvent retrouver le compte qui a participé à faire la transaction frauduleuse et remonter à la personne physique qui est derrière ça. Donc en fait, les transactions ne sont pas anonymes, elles sont pseudonymes. Derrière chaque transaction, il y a une personne qu'on peut retrouver quand elle repasse sur un échange centralisé pour retrouver des dollars ou des euros. Donc, les transactions sont traçables et donc du coup transparentes. Il y a d'autres crypto-monnaies qui sont faites pour être anonymisées, donc là, celles-là sont un peu plus compliquées à adopter. Et pourquoi du coup, il y a des pays qui ont commencé à adopter la crypto-monnaie? Donc, c'est peut-être plus dû à des fins spéculatives pour aussi se délier du dollar, parce qu'au Salvador, le dollar américain était très présent et donc du coup, c'était une solution pour eux pour s'émanciper un petit peu de la pression du dollar américain. Mais par exemple, il y a le Salvador, mais il y a aussi le Centrafrique qui ont accepté le Bitcoin récemment. Et donc, du coup, c'est beaucoup de mentalités qu'il faut éduquer parce qu'au final, les gens ont beaucoup de préjugés sur l'utilisation du Bitcoin, des crypto-monnaies en général, parce qu'ils ont entendu dire que c'était fait pour des choses illicites. Mais quand on s'intéresse à la technologie, en fait, c'est un peu comme un couteau, si vous voulez. Un couteau, ça peut servir pour tuer quelqu'un ou couper de la viande. Okay, donc, la technologie, tu vois, le feu, ça peut... un pyromane peut tuer des gens avec, ou alors on peut réchauffer une soupe avec. Tu vois. Donc, une technologie, ça peut être utilisé pour du bien comme pour du mal. Aujourd'hui, maintenant, il faut avoir, c'est à vous de faire ça, vous les avocats plus tard, de faire un cadre légal d'utilisation que tout le monde puisse respecter. Mais l'idée, c'est que voilà, la technologie, c'est censé améliorer notre vie, comme je vous ai parlé tout à l'heure, avec plus de vie privée, etc. Mais bien sûr, forcément, la technologie parfois apporte des points négatifs.
Il faut savoir les limiter. Voilà, donc c'est beaucoup d'éducation qu'il faut apporter là-dessus. Est-ce qu'il y a une autre question? Bon, c'était bien sinon. Ouais, vous avez trouvé comment ça va? C'était assez clair? Ok, bah, super. Bon, bah, merci beaucoup pour, Ouais, de rien. pour votre présentation. C'était un plaisir. On peut vous applaudir. Et si jamais vous êtes intéressé pour acheter des NFT, je vais sortir une collection bientôt. Non, je rigole pas, mais vraiment, je vous ai parlé de mon entreprise au tout début. Je vais profiter un petit peu de l'événement pour en parler. Mais donc, du coup, voilà, je suis en train de monter une entreprise qui s'appelle Cobalt. Si vous êtes intéressé, je peux vous passer quelques cartes. Si vous voulez plus d'informations, je vous laisse aller sur mon site que j'ai créé. Donc, on est 3 donc, de l'école à avoir créé ça, l'école de commerce. Et en fait, l'idée, c'est de créer des collections d'NFT pour des marques. Aujourd'hui, tu veux revendre un pull de marque, okay, sur Vinted. Disons que tu veux y acheter un pull de marque sur Vinted. Qu'est-ce qui dit qu'il est vrai ton pull? Ça peut être factice, tu vois, il peut être faux. Grâce à l'NFT, tu peux certifier l'authenticité du produit. Donc concrètement, demain, tu as une marque qui veut sortir, qui veut créer des produits. Par exemple, je sais pas moi, on va parler de Suprême parce que voilà, c'est une marque peut-être assez chère et puis qui sort des produits assez limités. Ils veulent tracer leurs produits, dire que voilà, le pull Suprême qu'ils ont produit, c'est bien Suprême, l'entreprise Suprême qui l'ont créé. Ils vont créer un NFT avec ça. Et nous, en Cobalt, on veut apporter cette solution, cette facilité pour l'entreprise de créer l'NFT qui va être lié au produit. Et donc, du coup, voilà, on a lancé une entreprise qui va être dévouée à ça. On va être en France. Et donc, voilà.